acheté cette machine il y a maintenant un an. J'ai dépassé les 6000 km et j'ai fait pas mal d'utilisations en petit parcours. Voilà, j'ai fait une ou deux virées, mais la plupart du temps, c'est soit de la balade, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? En fait, il y a un truc qui m'étonne, c'est que cette moto, je n'entends pas beaucoup parler dans les journaux et dans les comparatifs. Je ne sais pas si elle est boudée, c'est un peu étrange. C'est sûr que c'est pas une moto hyper moderne de par sa conception. Malgré tout, ça reste une machine plutôt bien réussie, je dirais. Elle m'a fait craquer assez rapidement. Esthétiquement, je la trouve pas si mal que ça. Elle me plaît bien même aujourd'hui. Faut dire qu'au départ, soit les motos, on craque complètement dessus. Mais pour ma part, aujourd'hui, l'esthétique n'est pas le premier choix. En tout cas, la première fois que je l'ai vue, en vrai, je peux dire que rien ne m'a gêné. Il y a des motos qui sont très bien, mais j'avoue que sur l'esthétique, des fois, il y a des choses que je sens pas du tout. Et du coup, voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir une moto que tu aimes bien et que tu as plaisir à retrouver. Pour ne rien vous cacher, elle m'a fait penser à mes premiers trails. Il y a une quarantaine d'années, j'ai commencé pas mal avec Honda. 500 XLS, et puis ensuite j'ai eu un peu presque toute la série des XLR. J'ai eu quelques XR, du 600DR. Pendant une dizaine d'années, ouais, j'ai dû rouler avec ça. Et j'en garde un bon souvenir, parce que le trail, en fait, c'est une moto qui a été faite pour sortir des sentiers battus, et c'est une moto qui est capable de tout faire. Par contre, la vraie moto qui est capable de tout faire, elle n'existe pas vraiment. Donc on peut dire qu'elle fait tout, mais elle fait rien parfaitement. Par contre, celle-là, quand je la regarde, même si elle me fait penser à mes anciens trails par certaines choses, d'un autre côté, je la trouve extrêmement moderne. Au niveau de l'esthétique, j'aime bien ce réservoir un peu proéminent. Il y a une tête de fourche qui a gardé son bec de canard, mais pas trop long. La face avant est assez réussie. Voilà, je ne sais pas si on peut parler d'un insecte ou d'autre chose, mais en fait, je la trouve assez bien proportionnée entre l'avant et l'arrière, dans son ensemble. Elle a de quoi voyager seule, bien sûr. Elle a de quoi voyager à deux. Elle a une selle à 2 étages. Elle a de quoi faire de l'emport avec ses valises. Une protection assez correcte. On a une tête de fourche qui n'est pas énorme, mais qui protège relativement bien, avec un pare-brise qui est réglable sur 3 niveaux. Ça, c'est pas mal du tout. Et puis ensuite, dans la couleur, le noir, il unifie un peu les choses, ça cache. On voit bien qu'il y a une bonne garde au sol. C'est une machine qui permet d'aller dans les chemins. J'ai fait pas mal de kilomètres dans le TET. Je n'ai jamais touché. Voilà, elle est vraiment passée partout. Quand je la regarde, moi je trouve qu'elle fait solide. Elle fait sérieuse. Elle a tout d'une grande. Voilà, elle n'est pas aussi énorme que les grosses machines du marché. Elle fait quand même son poids, mais la différence est très importante. Et quand tu as 30 à 50 kilos de moins sur une machine, tu le sens vraiment. Et dans les chemins, j'ai des valises souples, parce que les 3 valises en alu sont quand même assez lourdes. Mais au niveau des matériaux, elle a été bien montée. C'est-à-dire que le dicton qui dit acheter chinois, c'est acheter 2 fois, hein, parce que la première fois tu achètes, tu mets à la poubelle, et après tu vas racheter quelque chose de mieux ailleurs. C'est pas que ça m'a inquiété, mais au début je me suis dit, j'espère que tu fais pas une bêtise, quoi. Tu vas pas être embêté avec cette machine. Et pour l'instant, je le suis pas du tout. Et les avis que je reçois ou que je vois sur cette machine par ailleurs ont tendance à être dans la même ligne de ce que je ressens. Si tu regardes le bloc roue avant, il est plutôt bien dessiné. Le garde-boue, il est assez anguleux. Il a des formes assez modernes. D'ailleurs, le nouveau Transalp a un garde-boue très similaire. Il y a des disques de frein pétales. Il y en a 2 devant. Donc ça aussi, ça lui donne
un côté pas racing, mais un peu sportif. Les protections de la fourche sont bien faites, solides. Elles ne bougent pas. Je pense qu'elles font très bien leur effet. La petite chose qui m'a un peu, je dirais, fait bizarre au départ, c'est les protèges cylindres proéminents. Je me demandais pourquoi ils étaient aussi larges, ça avait l'air d'être un petit peu loin de la moto, du cadre, mais en fait, dernièrement, là, gentiment, en première, sur de la terre mouillée, j'ai glissé, elle s'est couchée, et comme elle était posée sur les pare-cylindres et sur la valise, elle n'était pas à plat par terre. Les poignées n'ont même pas touché d'ailleurs. Et du coup, j'ai pu la relever assez facilement. Donc j'ai trouvé leur utilité. Ils sont bien placés, hein, ils protègent bien le moteur. Pour ce qui est du matériau des protèges cylindres et aussi des porte-valises et porte-bagages, j'ai dû le percer pour mettre le petit boîtier qui renferme l'attestation d'assurance. Et j'y ai passé 3 forêts, j'avais à peine fait l'empreinte, quoi, mais à peine. Donc j'ai dû me procurer des forêts au cobalt et en forçant beaucoup, hein, pour pouvoir passer à travers. Je me demande si dans ces matériaux, il n'y a quand même pas de l'inox. Au départ, je pensais que c'était une vulgaire ferraille avec une peinture dessus, mais pas du tout. Ça a l'air hyper costaud. Je pense qu'ils ont fait le choix de ne pas chercher à gagner 2 ou 3 kilos, comme pour le Ténéré, mais par contre de mettre vraiment des matériaux solides et pour durer. Et j'ai très confiance dans les porte-valises et dans les pare-cylindres, hein. Ça, je pense que ça ne peut pas bouger, quoi. C'est très costaud. Donc elle ressemble bien à un trail, ancien mais moderne. Pourquoi ancien? C'est le moteur qui me fait dire ça, parce que c'est un moteur qui a au moins 20 ans, même s'il a été modifié, passé en Euro 5 avec les années. Moteur développé, en tout cas qui est passé entre les mains du bureau d'études de BM à l'époque, et qui le sous-traitait en fabrication chez Lonsin. Donc Lonsin, ce chinois qui a créé la marque Vosges, il fabrique ce moteur depuis très longtemps. Et c'est un gros un monocylindre, 650 cm3, ça fait pas 50 chevaux. Et c'est surtout ça qui me fait penser à ces anciennes machines. Voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons que je me suis décidé à l'acquérir, surtout qu'à l'époque, il y a un an, c'était la pénurie de motos, et c'était un peu n'importe quoi dans les occasions, et celle-là est arrivée à un prix en plus qui fait réfléchir. Les valises alu aussi. Les valises alu, elles sont bien faites, hein. La fabrication, les serrures ressemblent beaucoup à celles de BMW sur leur GS, mais elles sont assez lourdes et elles sont bien fixées. Ça bouge pas du tout. D'ailleurs, cette machine que j'imaginais avoir des vibrations n'a pas de vibration. J'ai enlevé les caoutchoucs sur les repose-pieds pour gagner 1 centimètre sur la hauteur et puis être un peu plus en sécurité dans les chemins. Et je m'attendais à avoir des vibrations dans les pieds, mais pas du tout. Elles vibrent pas. On sent juste le moteur vivre, parce qu'un mono, ça vit, même s'il y a des balanciers d'équilibrage. Ces valises, elles ont aussi une bonne capacité d'emport. Je les utilise un peu tout le temps, finalement. Je les enlève très peu, parce qu'elles sont bien solidaires de la moto. Elles sont étanches. Enfin, c'est pas mal de pouvoir transporter, tu peux aller faire tes courses avec, c'est impeccable. Dans le top case, je rentre mon casque, donc je peux pas en mettre un autre ailleurs, mais au moins, déjà quand je suis tout seul, je suis pas embêté avec ça. Tiens, pour finir avec les valises, il faut penser à les verrouiller en permanence, hein. La serrure peut s'ouvrir et ça peut faire des dégâts. Ensuite, le design du tableau de bord est moderne, hein, forcément, un écran. Il y a quelques incohérences sur les données. Il y a beaucoup de données, mais entre la moyenne, l'affichage de la jauge à essence et les kilomètres parcourus, je suis pas sûr que tout soit très juste. Mais bon, il y a l'essentiel en tout cas. L'ensemble des éclairages sont à LED. Par contre, j'avoue que pour avoir roulé une fois de nuit, le code, je l'ai pas trouvé super. Alors, je sais pas si ceux qui en ont une pensent comme moi. Le phare, ça va. Mais le code, il fait 3-4 zones devant soi, là, et c'est
C'est pas super. J'avoue que de ce côté-là, c'est un peu un point faible. Là, par contre, on est vraiment sur le vieux trail d'il y a 30 ou 40 ans, hein, avec son ampoule jaune. Non, mais c'est franchement pas terrible, c'est dommage. Ou alors, c'est mon phare qui a un problème. Au niveau des commodos, c'est très simple. Là aussi, on se retrouve avec des commodos extrêmement allégés, avec très peu de boutons, qu'on n'a pas de mal à trouver avec les gants. Ça, c'est bien. Bon, cette machine, elle a peu d'électronique, elle a juste un ABS déconnectable. Pour ma part, je le laisse en général, même dans les chemins. Je trouve que c'est assez sécurisant parce que si par erreur tu bloques la roue avant, il y a des chances que tu finisses sur le plancher des vaches. La selle d'origine, à l'arrière, a l'air pas mal. Elle est bien même, mais à l'avant, elle est creusée pour pas être trop haute, mais je pense qu'il y a un vrai manque de confort. Voilà, moi je l'ai fait échanger pour être plus à l'aise dessus et elle est très bien. Voilà, je suis très content de la selle qui a été faite d'ailleurs par BS Sellerie. C'est une machine qui, dans l'ensemble, est très homogène. Voilà, on n'a rien de disparate. Le frein, il t'arrête pas sur place, mais il est cohérent avec le reste de la moto. Le moteur, il pousse bien, il vit bien. On va en parler un petit peu. Et à son guidon, jamais je me suis ennuyé. Jamais. J'ai toujours plaisir à la prendre et à aller faire un tour. Sur la route, elle offre une stabilité qui est assez déconcertante. J'avais un 1200 GS, donc des années 2010, un peu ancien, mais qui a déjà son télélever et les suspensions électroniques. Et le GS est une machine, il faut l'essayer. Voilà, c'est assez incroyable le renvoi qu'elle a de la route et la confiance qu'elle te donne, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu différent avec cette machine, mais je pensais que en quittant le GS, j'aurais du mal à trouver une machine correcte. Je pourrais dire que cette machine, elle a une stabilité incroyable. Dans les bosses, dans les trous, mauvaise route, tout seul, à deux, freiner dans les virages un petit peu, si on s'est loupé, elle garde toujours le cap, sans forcer. Elle guidonne pas, elle louvoie pas, elle saucissonne pas, elle est très rassurante. Donc pour l'instant, j'avoue que j'attaque pas encore comme je pouvais attaquer avec le GS, parce que, comment dire, ok, je prends des années, mais il n'y a pas ce gros moteur sur le côté, là, ça fait un peu le vide, et j'ai perdu l'habitude, et ça me fait bizarre, elle se couche très facilement, et je pense que ça viendra avec le temps, et puis, enfin, déjà, je m'amuse pas mal quand même avec, mais voilà, je fais pas le fou furieux. Bon, et puis elle a que 6000 km, hein, il faut aussi y aller petit à petit, quoi. La rigidité vient aussi, je pense, en partie de cette fourche qui est assez grosse, fourche Kayaba. Et là aussi, je pensais que c'était une fourche bas de gamme, mais je crois pas, moi, que ça soit une fourche bas de gamme, parce que elle offre un bon confort. Que tu sois seul ou à deux, elle absorbe très bien les irrégularités de la route. Donc tu les ressens, c'est pas non plus un tapis volant, tu ressens bien ce qui se passe en dessous. Mais c'est assez étonnant, même des fois, de prendre des travées ou des trous assez importants et de voir comme elle absorbe tout ça. Pour ma part, je suis satisfait, ça me va bien. J'aime pas les motos dures. C'est bien d'avoir des suspensions dures quand tu déboules au taquet dans les chemins, peut-être, ou les terrains de cross. Mais moi, j'aime bien le confort. Même dans les chemins chargés, elle fait très bien le boulot. Ça m'est arrivé une ou deux fois de talonner devant, en arrivant dans des trous peut-être à une certaine vitesse, pas méchamment du tout. Ça, monsieur Vosges, si tu m'entends, ça serait sympa de mettre des suspensions réglables. Mais dans son ensemble, les suspensions sont très bien adaptées à l'usage de cette moto parce qu'elles sont aussi bien pour moi dans les chemins que sur la route. Donc le freinage, j'en ai déjà un peu parlé, mais je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû freiner en urgence, un peu sur l'angle d'ailleurs, parce qu'il y avait une voiture devant moi. J'étais prêt à tomber, à déraper ou à taper dans le pare-choc. Elle s'est arrêtée, elle n'a pas bougé. Mais le freinage est suffisant, d'autant plus que c'est un moteur qui a un très bon frein moteur. Moi j'aime bien ça, mais je trouve que c'est très agréable parce que dans des routes sinueuses, tu as le couple du moteur qui te sort facilement du virage et si tu anticipes assez, rien qu'en coupant, perd assez rapidement de la vitesse et si tu as besoin, couplé au frein,
elle s'arrête relativement facilement. Il n'y a pas d'effort à faire important sur la poignée de frein avant et le frein arrière réagit bien. Quelquefois sur les trails, les freins arrière sont un peu légers. Ben là, c'est pas le cas. La position quand tu montes dessus est assez naturelle. Le guidon est assez large, plat. D'ailleurs, tu vois, sur toutes mes précédentes machines, j'avais mis des rehausseurs de guidon pour être un peu mieux debout. Et là, j'ai failli les commander, j'ai oublié à l'époque. Et finalement, ça me manque pas. La position debout est sympa, le réservoir est pas très large. Donc tu peux bouger facilement d'avant en arrière. Là, tu peux quand même amener 18 litres d'essence. Mais bon, ça fait pas un très gros réservoir. Voilà, encore une fois, je la trouve bien proportionnée et assez homogène. Ils se sont pas trop loupés sur le truc. Il y a aussi un point important, un agrément de conduite, c'est le moteur. Et le moteur, il fait beaucoup sur une moto, hein, c'est sûr. Tu as des moteurs qu'on pourrait dire électriques, où tu n'as pratiquement pas de sensation. Là, on est sur un moteur un peu particulier. Je m'attendais, ceci dit, comme je disais tout à l'heure, à beaucoup plus de vibrations. Les gros monos sont réputés pour vibrer. Mais celui-ci, au niveau des balanciers d'équilibrage, je pense qu'il a été assez bien étudié. Donc ce sont des moteurs qui n'acceptent pas réellement les trop bas régimes. Je pense que même ça leur fait pas du bien. Voilà, donc tu es un peu plus obligé de jouer avec la boîte qu'avec un bicylindre ou plus. Mais ceci dit, c'est un moteur qui a un caractère, il faut l'essayer. Ça plaira ou ça plaira pas. Mais il a du caractère et tu t'ennuies pas dessus. Comme son nom l'indique, il n'y a qu'un piston, qu'un cylindre avec une chambre de combustion assez grosse. 650 cm3, et lorsqu'il y a une explosion, elle est assez puissante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'aime pas trop les bas régimes. Donc il faut respecter les régimes minimums. Voilà, par exemple en cinquième, je ne vais pas descendre en dessous de 80. J'aime pas beaucoup parce que quand tu reprends, tu sens qu'il cogne très peu. Là aussi c'est assez étrange, les anciens moteurs cognaient beaucoup plus quand tu descendais. Lui il cogne assez peu, mais tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Donc je préfère jouer un peu avec la boîte, qui d'ailleurs est très douce. Il peut y avoir un faux point mort de temps en temps, mais la boîte est très agréable et l'embrayage aussi d'ailleurs. Tout se fait naturellement, facilement. Et ce moteur, il a pas mal de puissance tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas un moteur qui a besoin de se lancer. Tu as l'impression d'être sur une machine un peu plus grosse. Si tu veux, il va t'amener, on dirait qu'il force jamais, pratiquement. Seconde, troisième, quatrième. Je roule sur les chemins. Sur les routes autour de chez moi, je roule comme je roulais avec le GS. Voilà, donc j'attaque peut-être un peu moins, mais je roule à la même vitesse, avec le même plaisir, pratiquement les mêmes sensations. Hein. Le Boxer du BM, c'est deux cylindres de 600 cm3 chacun. Et c'est un engin qui te donne une bonne sensation tout le temps. Même s'il n'est pas hyper puissant, même s'il te propulse pas et t'arrache pas les bras. En tout cas, ça c'est un bon côté, parce qu'il n'est pas fatigant, il te fait pas peur. Voilà, quand tu as une machine de 100, 120, 150 chevaux dans les mains, tu as intérêt de gérer tes accélérations. Là, c'est un moteur, il va toujours te donner la sensation, le gros mono, tu le sens vivre. Et puis quand tu as besoin d'ouvrir, comme les vitesses sont assez longues, il prend bien des tours. Je suis jamais rentré en zone rouge, mais jusqu'à plus de 6000, bon après tu sens qu'il vaut mieux passer la vitesse supérieure qu'insister lourdement, je veux dire, pour qu'il prenne des tours, parce que de toute façon il aura du mal à en prendre. D'ailleurs, je regardais un comparatif entre un 600 XR et un 450 CRF. Et la courbe de puissance du XR, quand elle arrive en début de zone rouge, plus ou moins, derrière elle redescend. Le moteur n'arrive plus à accélérer. Alors que sur le CRF, le gars il expliquait qu'il y avait un rupteur à 10 000, parce qu'à 10 000, il prend encore des tours et va péter. Donc là, on a un moteur qui est puissant. En quatrième, tu peux, je sais pas, 55 km/h. Mais si tu as besoin, tu peux monter jusqu'à 100, 110, même 120. Je veux dire, la quatrième, elle va pousser. Hein. Et quand tu passes la cinquième à 120, eh bien, la cinquième, elle est déjà dans un bon rythme et elle prend la suite. Par rapport à une grosse moto, ce qui va faire la différence, je dirais, dans l'accélération, c'est la deuxième partie de la poignée. Voilà. Sur la première partie, elle a suffisamment de puissance pour te faire plaisir. Je parle même pas de la terre ou des tout-chemins, parce que là, il y a beaucoup trop de puissance déjà, en tout cas pour moi. Mais sur la route, tu vas pouvoir l'exploiter en te faisant plaisir. Par contre, après, sur la deuxième partie de la poignée, c'est sûr qu'un 1200, une machine qui a des chevaux, elle va continuer à monter toujours plus en puissance, alors qu'elle, il va y avoir une espèce de linéarité dans l'accélération. Mais t'as pas besoin de réfléchir pour doubler. Si t'as besoin de doubler, ou t'es sur le bon rapport, ou tu tombes en rapport, mais tu vas doubler sans te poser de questions. Et j'ai remarqué que ce type de moteur amène pas mal de questions. Il y a des gens qui se demandent, sûrement à raison, quelle est la fiabilité de ces moteurs? Est-ce qu'ils sont solides? Est-ce qu'on peut faire de l'autoroute? Est-ce qu'on peut faire des grands voyages? Moi, je me souviens que dans les premiers Paris-Dakar,
Les XLS, les XT n'avaient pratiquement aucune préparation. Ils partaient sur des milliers de kilomètres à rouler tous les jours. Le sable est un matériau qui ralentit, qui fait forcer les moteurs. Et il n'y avait pas tant de casse de moteur que ça. En tout cas sur les gros monos comme ça, sur les 500. Comme je disais tout à l'heure, j'ai roulé avec pas mal pendant une dizaine d'années. Je n'ai jamais cassé un moteur. Et sur les XR, écoute, le XR, il est fait pour aller dans les bois. Et il n'est pas fait pour tourner à 1500 tours, hein. Et je n'ai jamais pété un moteur de ma vie. Le gros mono, il a un seul cylindre. Comme je disais, il y a des grosses explosions, donc beaucoup de chaleur, de dégagement de chaleur. Je dirais que la chose à surveiller sur ces moteurs, c'est comme tous, le niveau d'huile et la température au moteur. Mais j'ai roulé au moins une heure, une fois, deux à 130-140. C'était l'été. J'ai pas eu de montée particulière en chaleur du moteur. Donc ce bourrin, je n'aurais pas peur d'aller jusqu'au Cap Nord avec. C'est un rêve. Je l'ai jamais fait, je pense pas que je le ferai, mais ça me ferait pas peur de partir avec ça. Quand tu compares aujourd'hui justement avec les machines de cross, qui sont des 450 4 temps, il y a une vingtaine d'années, on n'aurait jamais pensé que le 4 temps pourrait tenir la concurrence aux 2 temps. Les 500 2 temps étaient des gros monstres, mais on s'est aperçu, les années passant, que les 4 temps tenaient très bien en cross. Un 450, c'est quand même déjà un gros mono. Ce sont des moteurs par rapport à celui-là qui sont très allégé, il y a beaucoup moins de matière. Ce sont des moteurs qui montent et qui tournent beaucoup plus vite, et ce sont des moteurs qui sont toujours au taquet. C'est on-off. Je ne sais pas si tu as regardé le dernier Paris-Dakar, du 1er mètre au dernier, ils sont à fond dans le sable. Ce sont des 450, donc qui sont préparés, mais qui sont préparés pour tourner plus fort et plus vite. Et c'est pas pour autant qu'ils cassent des moteurs, hein. Tu te rends compte que c'est largement aussi solide que n'importe quel moteur. Et je suis pas sûr sur des terrains de cross, d'autres conceptions de moteurs tiendraient aussi bien. Donc ce moteur-là, qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans, qui est beaucoup plus lourd qu'un moteur de cross, il y a beaucoup plus de matière, donc il est encore plus costaud. Et à partir du moment où le choix des pièces à l'intérieur, des alliages est respecté, je vois pas pourquoi ce moteur ne serait pas costaud. À partir du moment où tu respectes les espaces de vidange, c'est pas la peine d'en faire plus. D'ailleurs, comme on faisait à une époque, on doublait les vidanges, mais on doublait aussi la quantité d'huile qu'on rejetait, hein. Donc aujourd'hui, il faut y penser. C'est pas la peine d'en faire plus. On met la bonne huile qui va bien. Et puis de toute façon, les huiles sont de plus en plus détergentes. Donc plus tu fais de vidange, et plus tu as de chances de laver ton moteur, quoi. Surtout quand il a pas mal de kilomètres. Je peux me tromper, mais j'ai une grande confiance dans l'ensemble de cette machine. Là aussi, je trouve qu'elle est homogène parce que le moteur est sérieux, solide, fiable, costaud. Le pot d'échappement est 100% inox. Alors ça, c'est quelque chose, je dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais tu le vois plus beaucoup, hein. En général, c'est de la ferraille peinte ou chromée. Mais là, même si c'est un peu plus lourd qu'en fer, parce que l'inox est un peu plus dense, là aussi, c'est un choix qui montre le sérieux et la volonté que cette moto elle puisse durer. La révision que j'ai faite aux 5000 km lui a fait du bien. Je ne sais pas si c'est le changement d'huile, mais en tout cas, tous les réglages qui ont pu être faits par Jeff, où je vais chez Moto Plus, j'ai récupéré la moto, je l'ai trouvée encore plus sympa. Et puis avec le temps, elle s'est un peu libérée. D'ailleurs, au début, l'échappement, il fait aucun bruit, c'est assez bizarre, ça manque un peu, et avec le temps, je l'entends un peu plus maintenant. Voilà, je n'entends pas que le moteur quand je roule, mais j'entends aussi un peu l'échappement d'un mono. C'est sympa. C'est un bon retour de la façon dont il vit. Une autre chose aussi à faire attention, c'est la mise en température du moteur. Si tu accélères trop fort, comme on voit faire certains qui mettent les machines au rupteur juste au démarrage, en fait c'est excellent, quoi, parce que tu as l'huile qui n'a pas le temps de monter en pression, donc tu as les soupapes, les culbuts, il y a tout qui tape sans beaucoup d'huile et sans avoir une montée en température correcte. Étant donné qu'au niveau du piston, tu vas avoir une température qui va monter très rapidement, mais il faut quand même qu'elle se diffuse à l'ensemble du cylindre et de la culasse pour qu'on respecte les jeux de fonctionnement. Quand tu vas partir fort sur un moteur froid, tu vas chauffer très rapidement l'intérieur, mais l'extérieur non. Donc tu vas créer des contraintes qui risquent d'user ta segmentation par exemple. Voilà, donc une fois que ce moteur est chaud, moi je l'utilise sans me poser de questions. Là où j'ai besoin d'accélérer, j'accélère. En tout cas c'est sympa parce qu'il répond tout le temps, il te laisse jamais tomber. C'est assez agréable et il a assez de coffres pour que même à deux tu t'ennuies pas. D'ailleurs je sens pas trop la différence entre tout seul ou à deux. Elle m'amène de la même manière.
pour en revenir à ce que je disais au début, je pense que si les Chinois ont voulu effacer le fait qu'ils ne savaient pas construire, que c'était pas costaud, que ça ne durait pas, qu'ils savaient faire pas cher et beaucoup mais mal, eh ben, je trouve qu'ils ont réussi. C'est une machine qui vient de naître. Forcément, il y a des plâtres ou des petites choses qui n'ont pas été super bien pensées. Le câble d'embrayage, par exemple, qui force au niveau du guidon et que l'on peut sortir de son collier, de son passage, et du coup il a plus de liberté et ça se passe mieux. Je sais que certains possesseurs ont une dépanne de batterie très rapidement, premier millier de kilomètres. J'en ai parlé avec un mécano qui me disait que la moto, quand elle arrive, la batterie est montée dessus, il faut la brancher. Donc si tu contentes de brancher la batterie, tu mets un coup de démarreur, tu vois qu'elle démarre et t'en restes là. Elle démarre ok, mais c'est pas pour autant qu'elle est bien chargée, parce que la batterie elle a peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois de stock, et avant de livrer une moto neuve ou de prendre la route, c'est bien de mettre une charge de toute une nuit, enfin faire ce qu'il faut pour vraiment recharger la batterie à bloc. Alors un truc que je savais pas, il me précisait que sur une moto comme ça, la batterie elle commençait à charger à 3 ou 4 000 tours, minutes même je crois. Donc c'est vrai qu'au départ tu pars, t'es en rodage, tu vas tourner au minimum, t'accélères pas, mais du coup tu as quand même je veux dire une injection qui tourne, tu as différentes choses, les démarrages, chaque démarrage qui va tirer sur la batterie, et si elle n'a pas été bien chargée dès le départ, tu pars avec une batterie qui n'est pas à sa pleine puissance, et ça peut être la cause de ces pannes en fait. Ce gros mono, ce qu'il a de différent par rapport aux anciens, c'est l'injection. L'injection, elle est intéressante au niveau du démarrage, il n'y a plus de starter, et elle gère très bien la chose. Moi, je suis très content de son fonctionnement. Tu as beaucoup moins de calage intempestif, qui était un peu le problème des gros monos, qui faisait pop, ça s'arrêtait, là il fallait sortir le kick et ça pouvait être un peu compliqué des fois quand même de démarrer ces gros monos au kick. Alors que là, entre l'injection, le démarreur électrique et tout, t'es sur une moto complètement moderne. Je précise que je n'ai pas d'action chez Vosges, je cherche pas à la vendre ou pas, mais le fait du manque d'informations, ce que je comprends pas non plus d'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle est pas dans les comparatifs, pourquoi elle attire pas, parce qu'elle a vraiment son rôle à jouer. Elle est pas au niveau du Ténéré en off-road. Ça c'est sûr. Le 660 Aprilia non plus. Par contre, elle est quand même dans la même gamme. Tu peux faire les mêmes choses, peut-être mieux pour certaines, parce que quand tu vois cette machine comme elle est équipée, elle a les pare-cylindres, elle a le porte-bagages, elle a les porte-valises, elle a une béquille centrale. C'est une machine que je mettrais dans la catégorie des Ténéré, des Aprilia, du 500 Morini. Donc c'est sûr qu'il y en a certaines qui vont être supérieures dans certains domaines. Ténéré, l'Aprilia en tout-terrain, en off-road, je pense qu'ils sont nettement au-dessus. En tout cas, tu vas pouvoir aller plus vite. Avec celle-là, tu suivras, tu passeras pareil, et tu arriveras peut-être 2-3 minutes en retard. Mais en tout cas, tu seras toujours là. Tu vois, le Ténéré, j'en parle pas mal parce que j'ai mon collègue qui l'a et je l'aime bien. M'a fait pas mal hésiter. Mais c'est une machine qui manque d'équipement. Quand tu vois tout ce qu'il faut rajouter pour avoir, comme la Vosges, déjà le prix prend une gifle. Puis à la finale, la moto, elle est pas si légère que ça. Et la monocelle plate de certaines machines en duo est pas très agréable en fait. Quand tu es derrière, tu vois rien du tout, c'est bien d'être un peu surélevé. On peut sentir que personnellement, je suis satisfait de cette machine. Elle a un bon moulin, elle a des bonnes sensations, elle a une bonne stabilité, elle a un bon confort, elle a une bonne conception, elle a des bons matériaux et elle a un bon prix. On peut en parler quand même un petit peu, le prix. Mais pour 8 000 euros, avoir une machine qui t'offre autant de choses et qui peut t'amener comme n'importe quelle machine ailleurs, c'est quand même quelque chose qui fait vraiment réfléchir. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est boudée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai changé d'avis par rapport au matériel chinois depuis que j'ai cette machine. D'ailleurs, tu vois, pour en revenir au moteur, aujourd'hui, on trouve sur le marché donc des machines très puissantes. Bon, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix, mais on est dans les mêmes standards et qualité de fabrication pour moi, mais nous avons des machines sur le marché qui font 100 et plus de chevaux. Et ces machines-là, pour que tu puisses t'en servir en off-road, on va être obligé de les équiper de tas d'électronique. C'est-à-dire, on va mettre un anti-patinage, c'est-à-dire on te met beaucoup de chevaux, mais à la finale, tu peux pas t'en servir parce que tu es limité par l'électronique. Tu as des courbes de puissance. Sur cette machine-là, tu n'as pas tout ça, donc tu la payes pas, cette électronique. Mais tu vas pouvoir t'amuser autant que ces machines, et peut-être plus même, parce qu'elle est libre. T'es pas entouré d'électronique qui va te bloquer dès que tu fais quelque chose. Je n'ai rien contre les maxi-trail, hein. J'aime beaucoup ces motos, elles sont superbes, la technologie me plaît. Mais est-ce que c'est pas un peu ridicule d'aller chercher des machines qui sont lourdes, même bien équilibrées, même avec une bonne gestion de l'électronique, ce sont des machines lourdes.
Et une machine, quand elle part dans le mauvais sens, que tu es déséquilibré, ben elle part. Et plus elle est lourde, et plus elle part facilement, et plus tu auras de mal à la soulever, plus elle va te fatiguer, malgré toute l'électronique qu'il y a dessus. Donc du coup, avoir fait un modèle milieu de gamme, très bien équipé, solide, finalement, pour ma part, c'est un excellent choix. Déjà, tu n'auras pas toutes les pannes liées à l'électronique, puisqu'elle n'est pas là. Et un retour à la simplicité que j'aime bien. On peut parler aussi de la roue avant. La roue avant, c'est pas du 21, c'est du 19 pouces. Et pendant longtemps, j'ai pensé que si tu n'avais pas une roue de 21, tu pouvais pas aller dans les chemins. Mais j'ai été surpris le jour où j'ai eu le GS. Parce que avec une roue de 19, une machine aussi lourde, j'appréhendais pas mal. Et entre la qualité de la fourche et de l'amortissement, je me suis aperçu que dans les vitesses où moi je passe, finalement, la différence, elle est peanuts. La roue de 21 est, je pense, intéressante quand tu commences à enquiller. Et quand tu passes très fort, c'est sûr qu'elle absorbe un peu mieux. Elle rentre un peu moins dans les trous. Mais avoir une roue de 19, comme j'ai fait sur le TET, ne m'a posé aucun problème. Sur le goudron, tu gardes une bonne agilité quand même. Peut-être un jour, j'essaierai de lui mettre des pneus et un peu plus de crampons. Sur le prochain TET, on verra pour voir ce que ça donne. Donc sur les points qui me plaisent pas trop, c'est le code, l'éclairage, c'est dommage parce que c'est un élément important. Les rétroviseurs aussi. Ils sont de design, mais moi je les trouve trop petits. Il faut que je cherche dans le rétroviseur. Quand j'ai besoin de regarder, j'aime pas trop ça. Je pense que je vais les remplacer et mettre des rétroviseurs ronds, plus standards. Il y a aussi l'inclinaison des top cats qui d'origine est un peu trop sur l'avant. Mais bon voilà, avec quelques cales, pour ma part, j'ai réglé le souci. Voilà, et puis revenir sur la fourche, ce n'est pas un défaut, mais j'aimerais bien avoir ce petit plus sur cette machine, d'avoir des suspensions réglables. Je pense que ça apporterait beaucoup au niveau de la polyvalence. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette moto, on peut en parler longtemps pour y revenir un peu. Je suis content de retrouver le sens du mot trail. La technologie a vraiment évolué, mais en gardant la simplicité et la solidité du trail. Et je pense que je vais encore faire quelques kilomètres avec. La qualité générale, l'homogénéité de la machine sont largement dans les standards des grands bons constructeurs actuels. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent se poser des questions quand on voit toutes ces machines chinoises arriver, si elles sont toutes de la même qualité. Oui,